Merci à tous les deux. Alors, j'ose espérer que le speaker de notre avant-dernière séquence a bien écouté ces recommandations et qu'il se sent justement de nous rejoindre sur sa scène tout de suite. Yann Dojar, Yann, tu vas justement nous parler de l'économie, de la relation qui est au cœur de la valeur des marques. J'espère que tes slides sont à la hauteur. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, si j'ai bien compris, dans cette salle, il n'y a que 40 à 70% des gens qui m'écoutent. On va essayer de faire avec, en plus c'est la fin de la journée. Moi je voulais vous parler d'un rêve qu'ont la plupart des directrices et directeurs marketing. Je pense qu'il y en a quand même un certain nombre dans la salle. La plupart de ces directrices et directeurs marketing, ils rêvent d'une chose, c'est comment faire de ma marque une love brand. Mais il faudrait d'abord s'accorder sur ce qui fait la valeur d'une marque. Est-ce qu'il y a un petit peu des suggestions dans la salle? Comment on calcule la valeur d'une marque? OK, bon, ça va être plus compliqué que prévu. Bon, si on essaie de dresser à grands traits ce qui s'est passé dans les 60 dernières années, dans les années 60, en fait, on mesurait surtout la notoriété. C'était le début, un petit peu l'âge d'or justement des instituts de sondage. On parlait d'Opinionway à l'instant. Et dans les années 80, on a rajouté la question de l'image. Et finalement, en combinant la notoriété et l'image, ça crée quelque chose qu'on a appelé la réputation. Alors c'était un petit peu plus compliqué à mesurer, la réputation, mais la plupart des instituts s'y sont frottés. Ils ont plutôt bien réussi, à tel point qu'aujourd'hui, les classements de la valeur de la réputation des marques pullulent. Il y a même des instituts qui calculent la valeur monétaire du capital de marque. Et puis dans les années 2000, il y a des trublions qui sont arrivés, notamment des designers, et qui ont dit « mais les gars, la notoriété, l'image, c'est bien sympa, mais vous avez peut-être oublié quelque chose dans l'équation, c'est l'expérience. » Parce que c'est vraiment l'expérience qui est au cœur de la valeur que vous allez pouvoir apporter à vos consommateurs en tant que service et en tant que produit. Ça, c'est un apport vraiment intéressant et essentiel parce qu'avec l'expérience, on s'intéresse vraiment à l'usager, on part de lui. Mais dans cette équation, quand même, notoriété, image, expérience, je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'il manque quand même quelque chose. C'est quelque chose qui est à la fois omniprésent et en même temps, enfin de façon diffuse et en même temps qui n'est pas nommé, qui est absent. On est à l'ère du web social, on est à l'ère de l'immatériel, de l'explosion des flux non marchands, de l'influence, de l'économie du partage. Et ce quelque chose qui manque dans cette équation, c'est tout simplement la relation. Alors la relation, qu'est-ce que c'est? Moi, j'aime bien la définition du littré. Le littré nous dit « la relation, c'est quelque chose ou quelqu'un qui tient à un autre ». C'est tout simple, en une seule phrase. Mais pourquoi j'aime bien cette définition? Parce qu'il y a cette notion de tenir qui est vraiment très très fort. En fait, on a vraiment l'idée d'un lien presque charnel, presque physique, dans le rapport entre soi et autrui. Et puis il y a aussi cette notion d'attention, du care, de prendre soin d'autrui. Et finalement, la relation, c'est reconnaître l'autre et se reconnaître en lui. Alors chez Hopscotch, on a une conviction, c'est que si on devait retenir un seul critère de ce qui fait une love brand, c'est finalement une marque qui a réussi à nouer des relations tellement extraordinaires avec ses publics qu'elle en a fait des fans absolus, capables de partir en croisade pour vous, capables de brûler leurs chaussures parce qu'ils se sentent trahis et pour exprimer leur haine envers une marque, mais aussi de l'autre côté, capables d'exprimer leur amour pour une marque et de passer la nuit sur le trottoir à attendre que leur App Store ouvre le lendemain matin. Alors on voit bien ici qu'on est sur des liens extrêmement forts, en fait. Il y a vraiment de l'émotion. On est sur des liens forts, on n'est pas du tout, finalement, ça va bien au-delà de cette question de la réputation. Alors en France, on commence à s'intéresser aussi à cette émergence de l'économie de la relation, mais encore trop exclusivement sous l'angle de la relation client et du service client. Alors chez Hopscotch, on s'est demandé mais pourquoi finalement on sent intuitivement que cette économie de la relation elle est en train de tout bouleverser, de tout changer, elle est émergente. Pourquoi est-ce que finalement il y a autant d'institutions, de marques et d'entreprises qui se cantonnent à soigner leur réputation et qui finalement négligent un petit peu la qualité de la relation qu'ils nouent avec leur public. Du coup, on a voulu creuser un petit peu cette histoire et on s'est associé avec notre partenaire YouGov pour interroger les Français. Et on s'est posé 3 questions. Il y a 3 questions qui nous turlupinaient. La première, c'est quel rôle la réputation versus la relation joue-t-elle dans la propension des consommateurs à apprécier un service ou un produit? La deuxième question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il y a des profils, des sociotypes plus sensibles que d'autres à cet item de la relation? Et la troisième question, c'est quelle part de la population est-ce que je peux espérer, en tant que directeur ou directrice marketing, quelle part de la population est-ce que je peux espérer influencer en soignant ma réputation et ma relation? Alors on s'est posé
D'abord, du côté du volet des services, on a testé la banque, l'assurance et la mutuelle. On a posé aux Français la question suivante. Est-ce que vous avez changé récemment de banque, de mutuelle, d'assurance? Et si oui, pourquoi? C'est ça qui nous intéressait. Est-ce que vous avez changé parce que le service rendu n'était pas suffisant par rapport au prix? Est-ce que vous avez changé parce que vous ne vous sentiez pas en phase avec les valeurs de l'entreprise qu'il y a derrière? Ou est-ce que vous avez changé parce que la qualité de la relation n'était pas au rendez-vous? Mais le résultat, la qualité de la relation arrive en deuxième position, juste derrière le coût service rendu. Mais surtout, elle est 2 fois plus citée de la question des valeurs, qui renvoie à la réputation. Déjà, premier résultat assez important. Et on a voulu creuser un petit peu, on s'est dit, mais est-ce qu'il y a des profils qui sont encore plus sensibles que d'autres? Et là, bingo, les utilisateurs de réseaux sociaux et les millennials sont nettement plus sensibles que la moyenne des autres Français à cet item de la relation. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que tout simplement, on n'arrête pas de nous décrire ces millennials comme des consommateurs hors sol, comme des zappers, comme des jeunes qui sont rétifs finalement aux vraies relations, qui sont un peu renfermés sur eux-mêmes. En fait, on nous dit quelque part, c'est des zombies. Pas du tout. Ce que notre étude montre, c'est qu'au contraire, ils sont très en attente d'écoute, d'attention et de sens. Ils ont besoin de relations, même plus que les autres. Ensuite, on a testé les opérateurs de téléphonie. On a posé la question, première question, est-ce que vous êtes satisfait de votre opérateur de téléphonie? Donc là, vous imaginez le résultat. On s'attendait à des résultats quand même effectivement assez négatifs, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire que 3/4 des Français ne sont pas contents de leur opérateur de téléphonie. 3/4. Je crois qu'il n'y a aucun autre secteur de l'économie où on a des taux d'insatisfaction aussi importants. Alors comme on est plutôt positif, on s'est concentré sur les 1/4 qui disent « je suis content de mon opérateur ». Et on leur a posé la question « pourquoi est-ce que vous êtes satisfait de votre opérateur ?» Et là, c'est à nouveau très net. Je suis content de mon opérateur parce qu'il entretient des bonnes relations avec moi, parce qu'il m'écoute, parce qu'il me comprend. Et à nouveau, on a une surpondération chez les millennials. Alors vous allez me dire, mais oui, mais sur les services, OK, la relation, c'est un petit peu normal que ça ressorte, puisque finalement c'est au cœur de l'expérience du client pour le service. Et du coup, on s'est dit, bah oui, on va tester aussi les produits. Et là, on s'est concentré sur l'alimentaire. D'ailleurs, ce serait bien que vous fassiez un petit peu l'exercice aussi entre vous. La question qu'on a posée à notre panel, c'est penser à ce produit alimentaire que vous adorez et que vous mettez toutes les semaines dans votre panier. Donc ça peut être une marque de pâte à tartiner, une boisson, quoi que ce soit. Pensez-y. Ayez ce produit alimentaire que vous adorez à l'esprit. Et maintenant, réfléchissez aux attributs que vous seriez prêt à reconnaître pour la marque, l'entreprise qui fabrique ce produit alimentaire. Est-ce que vous diriez que cette entreprise fait attention à la composition de son produit? Est-ce que vous diriez qu'elle a une bonne réputation? Est-ce que vous diriez qu'elle entretient des bonnes relations avec vous, qu'elle fait attention à ses relations avec vous? Et là, assez impressionnant, finalement, on a 1 Français sur 3 qui coche le 3e item. J'estime que cette marque entretient des bonnes relations avec moi. Alors déjà, c'est intéressant en soi, mais ce qui est encore plus intéressant, vous allez voir, c'est que la question d'après, c'est est-ce que vous seriez prêt à recommander cette marque et ce produit auprès de votre réseau de connaissances? Là, on a 64% des gens qui disent oui, je suis prêt à recommander cette marque et ce produit. Alors vous allez me dire, c'est normal, ils sont fans. Ils adorent le Nutella, donc ils sont prêts à le recommander. Mais là où c'est génial, c'est que si on croise ce chiffre de 64% de taux de recommandation avec les 1/3 qui sont sensibles à la relation, ça monte à 91% de promotion. Moyenne des Français, 64%. Parmi ceux qui sont sensibles à la relation, on a 91% qui sont prêts à recommander cette marque. Enfin, plus 27 points. C'est des chiffres qu'on n'obtient jamais en études marketing. Alors pourquoi c'est intéressant? Ça veut dire tout simplement que si vous voulez transformer vos fans en ambassadeurs, et quelque part, il suffit de soigner vos relations avec eux, d'entretenir vos relations avec eux. Alors, la 3e question, vous vous souvenez qu'on se posait à travers cette étude, c'était quelle part de la population est-ce que je peux espérer influencer en soignant ma réputation ou mes relations? Est-ce qu'il y a un petit peu des idées dans la salle? Quelle part de la population je peux espérer influencer en travaillant ma réputation et mes relations? Dites un chiffre. Aucune idée? 60? Ouais, pas mal. Franchement, je suis étonné parce qu'effectivement, c'est très très proche. La bonne réponse, c'est 62%. Alors, comment on obtient ce chiffre? On l'obtient par élimination. En fait, on a d'un côté de la cartographie à peu près 1/5 des Français qui n'ont jamais changé ni de banque, ni de mutuelle, ni d'assurance, ni de service téléphonie. Il faut se souvenir que sur cet échantillon, on est sur un échantillon représentatif de la population française. Là-dedans, il y a des cinquantenaires, là-dedans, il y a des soixantenaires, il y a des gens qui n'ont jamais changé d'opérateur de toute leur vie. Donc ceux-là, c'est un peu les irréductibles. De toute façon, quoi que vous fassiez, vous n'arriverez pas à les avoir. C'est des ultra fidèles. De l'autre côté de la cartographie, on va avoir à l'opposé des
ultra opportunistes, qui ont changé d'assurance, qui ont changé de mutuelle, qui ont changé de banque et qui ont changé de service Internet téléphonie. Ils ont changé les 4. Donc eux, c'est les zappers. Vous pourrez les avoir, les récupérer peut-être pendant 1 an, maximum pendant 2 ans, mais de toute façon, ils vont finir par zapper, ils vont finir par partir. Ce n'est pas la peine, finalement, d'investir sur eux. Et au milieu, on a les fameux 62% de pragmatiques. La conclusion de cette étude, c'est qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus de soigner sa réputation au niveau macro ou comme un objet de communication désincarné. Il faut rentrer dans la granularité et le capital immatériel des marques passe concrètement par les liens que vous allez pouvoir tisser avec vos communautés et en particulier avec les millennials. Alors vous allez me dire, mais comment je fais pour créer des liens forts avec mes publics ? Notre conviction chez Hopscotch, c'est que vous avez tout un tas d'arsenal à votre disposition, vous avez des réseaux sociaux, vous avez des nouveaux dispositifs, etc. On pourrait faire des exposés pendant 2 heures de vous parler d'outils, de techniques, etc. Mais finalement, le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est la posture que vous avez. Et notre conviction, c'est de dire, il faut voir l'écosystème non pas comme un outil à actionner, mais comme une communauté d'intérêts et d'alliés à servir. Il faut identifier les publics qui sont vos publics cœur de cible et il faut vous mettre en symbiose avec eux. Symbiose et non pas parasitage, ce que fait la publicité depuis 40-50 ans. Il faut vous mettre en résonance avec eux. Il faut regarder ce qui les anime, il faut essayer de les comprendre, et il faut leur montrer que vous êtes animés par les mêmes idéaux. Et il faut prendre des risques. Qui a entendu parler de Colin Kaepernick dans la salle? Ouais, il y en a quelques-uns quand même. Alors Colin Kaepernick, c'est un joueur de football américain qui s'est fait exclure de la NFL et qui s'est retrouvé sans club parce qu'il a décidé de dénoncer les violences policières racistes aux États-Unis. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a plus de la moitié de la population qui est hostile à la cause défendue par Colin Kaepernick. Et pourtant, Nike a décidé d'en faire la figure de proue de sa dernière campagne, sa campagne anniversaire. Est-ce que les gens du marketing chez Nike sont fous? Vous n'imaginez pas le nombre de vidéos de gens qui brûlent leurs chaussures, #JustBurnIt, qui ont pullulé sur la toile depuis la sortie de cette campagne. Mais la contrepartie de cette déferlante de haine, c'est également les millions et les millions de messages d'amour que Nike a reçus de la part de son cœur de cible, les 18-34 ans. Et c'est ça qui est important. Et c'est là où Nike a vraiment réussi un coup de maître. Nike a accepté finalement de laisser partir et d'abandonner une partie de ses clients, qui sont finalement les clients de l'ancien monde, pour se recentrer sur son ADN et sur son cœur de cible et renouer un lien extrêmement fort avec ces millennials. Et je terminerai un petit peu là-dessus finalement, c'est que le plus grand risque que Nike pouvait courir, c'était de vieillir avec ses fans. Et le plus grand risque que vous pouvez courir en tant que directrice ou directeur marketing, c'est de passer à côté de ce qui est en train de se jouer au niveau de l'économie de la relation et des millennials. Écoutez-les, comprenez-les, intéressez-vous à eux et faites-leur confiance. Merci.